Deuxième petite originalité, il y avait quand même quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur de dire, sans oublier le moindre mot. Et donc, pour le coup, deuxième originalité, eh bien, lire ce que je souhaitais vous dire avant que n'intervienne M. Luc Ferry, et le remercier de sa venue aujourd'hui. Il y a deux sortes de professeurs, en fait. Il y a ceux qui mettent un point d'honneur parfois et développent un génie particulier à s'ingénier à ce que leur auditoire reste le moins génial possible, à garder jalousement leur savoir enfoui au fond d'une malle fermée à double tour, à coups de concepts, et surtout qui s'évertuent à singer la connaissance dans une mise en scène suffisamment ennuyeuse parfois pour qu'elle parvienne à décourager le plus curieux, le plus vaillant des étudiants. Et puis il y a les autres. Ceux qui savent tirer du plus récalcitrant des étudiants, justement, les meilleurs fruits. Ceux qui le poussent, l'air de rien, à s'élever, ceux qui n'ont pas besoin d'effets de manche, en fait, ou de discours byzantins pour se rassurer ou flatter leur ego. Ceux qui donnent sans rien exiger en échange. Sans avoir la discourtoisie de nommer quelques-uns parmi les premiers, je ne résiste pas à la tentation d'illustrer les seconds par les exemples de Jacqueline de Romilly, Jean-Pierre Vernant, ou encore ce type absolument fabuleux, Lucien Gerfagnon. Un Lucien Gerfagnon qui se défendait ne trop en remettre, en veillant toujours à se coucher moins tarte-molle. À cette liste, eh bien moi, je veux résolument, en lui renouvelant mon admiration, y joindre Luc Ferry. Non parce qu'il est là aujourd'hui parmi nous, et qu'il nous fait cet honneur, qu'il est ancien ministre ou actuel philosophe-écrivain. Non, tout simplement parce qu'il nous a permis à des milliers de lecteurs de nous enrichir, l'air de rien, en s'excusant même parfois d'une référence trop érudite, au risque, comme il le dit, de paraître trop cuistre. Et dans ces professeurs absolument géniaux, je vais encore distinguer deux autres catégories. Car il ne suffit pas de consacrer sa vie entière à se sécher la vue à la lecture de milliers d'ouvrages, et d'en retenir et transmettre l'essentiel. Faut-il encore en faire naître l'insondable? Pour le plus grand désespoir de mes enfants, j'avoue que je pourrais bien disposer des meilleurs ingrédients, des meilleurs aliments que cette terre puisse produire, je resterai définitivement incapable d'en produire le moindre mets acceptable. Quand on voit certains, grands chefs pour les uns, grands-mères comme nous les avons toutes connues, capables de sortir de quelques légumes et malheureux morceaux de viande, les plats les plus exquis, et bien c'est pareil. Au-delà du travail, cela s'appelle le génie. Le génie, en l'occurrence, de faire surgir d'une analyse, d'une réflexion, d'une cohorte d'idées, une perspective que l'on aurait su un seul instant imaginer, mais qui tout d'un coup, en même temps qu'évidente, nous semble soudain lumineuse. Lumineuse au point d'éclairer le temps présent, comme Hegel en confiait la tâche aux philosophes, et comme Luc Ferry est orfèvre. Pour toutes ces raisons, et sans flatterie abusive ni disproportionnée, et plutôt que de vous rappeler les différentes fonctions et titres passés présents de Luc Ferry, nous sommes d'autant plus honorés de sa participation à nos côtés qu'il est à mes yeux, et dans la lignée des Jacqueline de Romilly, Jean-Pierre Vernant et autres Lucien Gerfagnon, au-delà d'un professeur, un maître et un grand homme, et je dis cela bien au-delà, des nombreux centimètres qui nous séparent. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Luc Ferry. Vous êtes trop gentil, je ne regrette pas de vous avoir laissé parler. Mais un grand merci à vous. Je vais essayer de faire tenir la dinde dans le marron, comme on dit chez moi, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Un tout petit mot sur l'histoire philosophique du travail, et puis tout de suite, on passe à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la question de la fin du travail, la question de la robotique, de l'intelligence artificielle, du RUB. Je voudrais vous en dire quelques mots sur le fond. Sur l'histoire intellectuelle du travail, je commencerai par rappeler que dans le monde aristocratique, jusqu'à la Révolution française, depuis les Grecs jusqu'à la Révolution française, l'aristocrate se définit comme celui qui ne travaille pas. Un aristocrate, ça ne travaille pas. Il a des gens pour ça. Il a soit des esclaves, soit des domestiques, soit des serfs, comme on dit au Moyen-Âge, mais ça veut dire esclaves, mais il ne travaille pas. Mais ce qui va marquer une grande rupture dans l'histoire intellectuelle du travail, c'est la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu. Je vous en dis un tout petit mot, parce que historiquement c'est très très important. C'est la première valorisation du travail. Et on la trouve donc dans cet évangile de Matthieu. Moi je ne suis pas croyant, mais ça n'empêche pas de s'intéresser à l'histoire religieuse et philosophique, en particulier celle qui nous réunit ici, celle du travail. Je vous rappelle le pitch, si je puis dire, de cette parabole, mais elle va avoir une influence absolument considérable. Et c'est une rupture avec le monde aristocratique grec. C'est l'histoire d'un maître qui part pour un long voyage. Il a 3 serviteurs. Il convoque ses 3 serviteurs et il donne
à chacun d'entre eux ce qu'on appelle en grec des talenta. Les talenta, à l'époque, les talents, ce sont des pièces d'argent qui avaient une très très grande valeur. On pense qu'aujourd'hui, un talent, ça valait quelque chose comme 10 000 euros. Donc ça valait très cher. Et il donne 5 talents à son premier serviteur. Métaphoriquement, on comprend, symboliquement, ce sont des paraboles. On comprend que ça veut dire que c'est le plus talentueux, c'est le plus doué des 3. Il lui donne 5 talents et lui dit, va faire fructifier les talents. Il reçoit le deuxième serviteur, il lui donne 2 talents. Et puis il lui dit, va faire fructifier tes talents. Il reçoit le troisième serviteur, il lui donne un seul talent. Et on comprend que c'est le moins talentueux. Et puis il part faire son voyage. Et il revient après quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas exactement, le texte de l'Évangile n'est pas très clair. Et il fait les comptes, il reprend ses 3 serviteurs, il fait les comptes. Le premier arrive, il a reçu 5 talents, il en rend 10. Il a multiplié par 2 les talents. Et la phrase va revenir, comme dans les contes de fées, littérairement, symboliquement, c'est important, la même phrase va revenir pour les 2 premiers serviteurs. Bon serviteur, lui dit le maître, entre dans la joie de ton maître. 5 talents, 10 talents. Le deuxième serviteur, il le convoque, il a reçu 2 talents, il en rend 4, même proportion. Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le dernier serviteur arrive, il a reçu 1 talent, et il dit au maître, je sais que tu es dur, tu es méchant, tu es un maître sévère, j'ai eu peur de toi, j'ai enterré le talent, je te le rends intact. Et le maître le voue aux gémonies, probablement il l'envoie à la mort en vérité. Que signifie la parabole des talents? C'est la rupture avec le monde aristocratique. Écoutez bien, parce que ça a l'air de rien, je vous dis ça en 3 minutes, mais c'est historiquement considérable. L'idée est la suivante, c'est que la dignité d'un être, d'un humain, ne dépend pas des talents qu'il a reçus au départ, comme dans le monde aristocratique. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'il en fait. Un trisomique 21 vaut un génie comme Aristote ou Newton. Peu importe le nombre de talents qu'il a reçus au départ, peu importe son héritage génétique, on dirait aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce qu'il va en faire. On peut être génial intellectuellement et être un salaud. On peut être un petit triso 21 qui a un petit QI de 80 ou de 70 et être un type formidable moralement. La dignité morale ne dépend pas des talents qu'on a reçus, mais de son travail. C'est ça que ça veut dire. Et évidemment, tout au long du Moyen-Âge, ça va expliquer quelque chose qui est un phénomène historique extrêmement intéressant à étudier. C'est que les moines, qui sont des lettrés, qui lisent le latin et le grec, ils vont être les premiers dans le monde du Moyen-Âge, le premier parmi les couches supérieures de la société, ceux qui savent lire et écrire, et même plus que ça, puisqu'ils sont des copistes, alors ils peuvent copier le latin et le grec. Et donc ils vont être les premiers dans les couches supérieures de la société à travailler de leurs mains. Là où l'aristocratie va continuer jusqu'à la Révolution française à ne pas travailler, ce qui d'ailleurs va lui jouer un tour parce qu'elle va s'effondrer à cause de ça, eh bien les moines vont être les seuls dans les couches supérieures de la société du Moyen-Âge à travailler. Si vous allez dans les monastères, par exemple dans le sud de la France, je sais pas, la Chartreuse de la Verne, à Coguelin par exemple, vous trouverez des instruments agraires partout, des pressoirs à huile, des pelles, des pioches, parce qu'on est obligé de travailler pas simplement de sa tête en copiant des manuscrits, mais aussi de ses mains. Et c'est ce qui va nous valoir dans la vieille Europe des inventions magnifiques qui portent la trace de leur origine monacale. La chartreuse, la bénédictine, le champagne qui est inventé par Dom Pérignon, les confits d'oie, les confits de canard, les confitures, tout ça est inventé jusqu'à Saint-Honorat aujourd'hui. Vous allez à Sainte-Marguerite et Saint-Honorat en face de Cannes, vous trouvez encore des moines qui fabriquent du vin, qui vendent à mon avis trop cher parce qu'il n'est pas très bon, mais enfin peu importe. Mais ils fabriquent le Cointreau, la bénédictine, la chartreuse. Alors, bon, c'est pas pour rien aussi qu'ils fabriquent de l'alcool, parce qu'ils devaient s'emmerder ferme dans les monastères, et qu'ils devaient consommer leurs propres produits. Mais ce qui est intéressant, blague à part, eh bien, c'est qu'ils sont obligés de travailler de leurs mains en accord avec la parabole des talents. Et l'idée qui est derrière, et qui va traverser tout le monde démocratique et républicain, l'école républicaine de mon ancêtre Jules Ferry, c'est qu'un être humain qui ne travaille pas, un homme qui ne travaille pas, un homme avec un grand H, homme et femme, un homme qui ne travaille pas n'est pas simplement un homme pauvre, c'est un pauvre homme. C'est pas la même chose. Un homme pauvre et un pauvre homme, c'est pas pareil. Parce qu'en cultivant la terre, on se cultive soi-même. On s'humanise. En humanisant le monde, on s'humanise soi-même. C'est ça l'idée. Et donc la fin du travail serait une catastrophe morale de ce point de vue-là. Et l'instituteur républicain n'est que l'héritier de la parabole des talents, dont Cabillaud et Pépone sont en vérité moralement les mêmes. L'instituteur communiste et républicain, c'est l'héritier
de la parabole des talents. Sur le plan moral, il est en accord avec le curé. Spirituellement et politiquement, ils sont peut-être en désaccord, mais moralement, ils sont du même côté. Voilà pourquoi l'instituteur républicain, il préfère l'élève peu doué, pas de talent, mais qui travaille et qui est méritant, à l'élève qui a des talents, qui est méritant, mais qui ne travaille pas. D'où les bons points, les bonnets d'âne qui vont... Et je me souviens, en 68, on avait offert à nos profs un tampon « peut mieux faire ». Parce que pour remplir le bulletin scolaire, hein, c'était la formule canonique, tous les profs mettaient peu mieux faire, c'était l'héritage de la parabole des talents. Ce qui compte, ce n'est pas les talents que tu as reçus, mais tu n'en fais pas assez, tu ne fais pas fructifier suffisamment. Et donc là, on a une valorisation du travail dans le monde chrétien qui va se poursuivre jusqu'à mai 68 finalement, jusqu'à ce que l'école républicaine entre en crise, avec, vous savez, avec l'idée que le loisir est odieux. Le loisir en latin c'est osium, ça va donner le mot odieux, parce que voilà, la paresse est mère de tous les vices. Vous voyez l'idée, je développe pas ça, mais je pourrais en faire un livre de 1000 pages et vous raconter ça pendant un séminaire entier d'une année à la Sorbonne. Mais ça vous donne le pitch, ça vous donne l'idée de cette rupture avec le monde aristocratique et comment le monde républicain qui valorise le travail est sorti du monde chrétien et finalement comment... Donc Camillo et Pépone ont un point commun, c'est la valorisation du travail et l'idée que la paresse, c'est voilà, la mère de tous les vices, parce que en ne cultivant pas le monde, en ne transformant pas le monde, comme dira Marx, on ne se transforme pas soi-même. Il faut humaniser le monde pour s'humaniser soi-même. Hein. C'est pas rien, c'est toute une configuration de valeurs qui est considérable. Deuxième point de l'exposé, mais je vais être obligé d'aller très vite. Nous vivons une troisième révolution industrielle qui est d'abord et avant tout celle de l'intelligence artificielle.